Paul Barbosa est un créateur de contenu qui a réalisé le rêve de pas mal de monde, à savoir quitter ses études pour suivre son cœur, et lui en l'occurrence, c'est pour publier des vidéos sur internet. Paul a accumulé plus de 120 000 abonnés sur Instagram, c'est autant de personnes qui l'aident à mieux travailler grâce à son contenu orienté autour de la productivité, un thème dont il veut devenir la référence. Moi je pense qu'on n'a pas besoin de travailler plus pour être plus productif. Avec Paul, on a justement abordé cette notion de mieux travailler en tant que créateur de contenu. Mon slogan, on va dire, c'est travaille moins mais mieux. Je l'ai questionné sur sa propre organisation personnelle, mais aussi sur son parcours de mec qui crée des vidéos depuis qu'il est tout petit. J'ai commencé du coup quand j'avais 10 ans, au collège, je rentrais chez moi et je faisais des vidéos jusqu'au soir quoi. Enfin, c'était vraiment ma passion. Et enfin, j'ai essayé de lui soutirer sa recette pour percer sur des réseaux comme Instagram et TikTok. J'essaye toujours d'améliorer ne serait-ce qu'1% du contenu à chaque fois, quoi. Là je me dis tiens, je vais améliorer le storytelling sur celle-là, là je vais améliorer l'accroche demain. Je te laisse tout de suite avec l'épisode, bonne écoute à toi. Bonjour Paul, bienvenue, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, très bien, parce que je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui, de passer ce temps avec toi. J'ai hâte de cette discussion, d'autant plus que quand je préparais l'épisode, je regardais évidemment pas mal de tes contenus, Okay. et je me disais, tu dégages une bonne vibe, de mec serein, peace, chill, et donc je me disais en venant à cet épisode, je sais que je vais passer un bon moment, ça va être cool. Bah Donc, merci, je suis très content plaisir. d'être là. Ça me fait plaisir. Trop bien. Écoute, pour commencer, la toute première question que j'aime bien poser généralement, c'est de te laisser te présenter, de nous dire qui tu es, Paul, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. C'est dur de se présenter. Écoute, ouais, je m'appelle Paul, bien vu. C'est déjà ça. C'est déjà ça, Paul Barbosa. Je fais des vidéos sur Instagram notamment, qui aident les entrepreneurs, les freelances à mieux travailler. Je parle de productivité. Moi, je pense que on n'a pas besoin de travailler plus pour être plus productif. Je pense pas que le temps de travail... bon là, je vais peut-être trop loin, trop vite. Non, vas-y, t'inquiète. Mais du coup, je pense pas que le temps de travail soit la seule manière de calculer sa productivité. Donc moi, un peu mon slogan, on va dire, c'est « travaille moins mais mieux ». Voilà. Donc je fais des vidéos sur Instagram, j'ai une newsletter toutes les semaines aussi. Et puis voilà. Et puis j'ai lancé le club il y a 6 mois maintenant, qui permet d'enrayer la solitude qu'on peut avoir quand on entreprend justement. Et voilà, il y a plus de 100 membres dessus. Et puis en fait, j'organise des événements chaque semaine pour réunir ces entrepreneurs-là. Et en vrai, je me suis fait connaître en visitant des lieux de travail sur Instagram. Voilà. C'était pas dans l'ordre, c'était drôle de faire ça. mais voilà un petit peu tout ce que je fais dans ma vie. Ça marche, trop cool. Pour ceux qui nous écoutent, on s'était rencontrés, Paul, il y a 2 ans. Quand d'ailleurs, toi comme moi, on était vraiment dans les débuts de la création de contenu. On commençait à poster sur TikTok, surtout à l'époque, c'était le grand truc. Et ça me fait trop plaisir. On s'est pas revus en 2 ans. C'est vrai. Ça me fait trop plaisir de repasser un peu de temps avec toi, d'autant plus que de nos côtés respectifs, on a pas mal évolué et fait des choses. Donc j'ai hâte d'en apprendre sur tout ça. Et ouais, en préparant cet épisode, je me disais... En fait, j'ai dit à quelqu'un que je venais enregistrer avec toi, et il m'a dit « je connais pas, qu'est-ce qu'il fait ?» Et j'ai eu du mal à trouver en une phrase pour décrire... je dis alors il visite des lieux, puis il parle de mieux travailler, etc. Et après, j'ai regardé une de tes vidéos où tu dis « mon objectif, c'est de devenir la référence sur le sujet de la productivité. » Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça résume bien le truc. C'est qui pour toi les références actuelles de la productivité, que ce soit peut-être francophone ou autre? Enfin, c'est qui tes... Alors en France, je vais avoir du mal à te donner un nom, pour être honnête. Mais du coup, aux États-Unis, moi j'aime beaucoup Ali Abdaal ou Matt D'Avella aussi. C'est deux créateurs qui m'inspirent beaucoup. En France, j'ai du mal à avoir des références comme ça. Je pense à Shubham, que j'adore aussi, mais qui est plutôt sur des outils de productivité, donc très pratico-pratique. Là où moi je me reconnais pas trop là-dedans, c'est pour ça que c'est pas une inspi, parce que je parle plus de ma philosophie, de ce que je pense, de méthode, moins d'outils. Voilà. Donc ouais, Ali Abdaal, grosse ref. J'ai lu son livre Feel Good Productivity. Je trouve qu'on a un peu la même vision de ce qu'est la productivité, donc j'aime beaucoup. Ok, trop cool. On aura l'occasion de revenir sur ta vision de la productivité, justement. Ouais. Tu disais dans une de tes vidéos que tu as commencé à créer des vidéos à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, t'as quel âge aujourd'hui d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. J'ai 22 ans. T'as 22 ans. En 12 ans, est-ce que tu peux nous faire un condensé de ce qui s'est passé de ton parcours dans la création de contenu? Alors j'imagine que peut-être les quelques premières années n'étaient pas forcément les plus représentatives, mais voilà, je suis curieux de savoir
qu'est-ce qui t'a amené, quelles sont les différentes grandes étapes qui t'ont amené à ton statut d'aujourd'hui de créateur de contenu à temps plein? C'est fou, j'arrive même pas à me rendre compte encore que c'est mon métier, mais tellement que je voulais faire ça depuis tout petit en fait. J'ai commencé du coup quand j'avais 10 ans, au collège, je rentrais chez moi et je faisais des vidéos jusqu'au soir, quoi. Enfin, c'était vraiment ma passion. Ce que je faisais, j'avais pas forcément de sport, j'ai testé plein de sports, mais à chaque fois c'était un échec. Mais par contre, les vidéos, ça m'a jamais lâché. Donc j'ai commencé par faire de la magie, sans montrer ma tête parce que ma mère ne voulait pas. Elle me disait sinon il va y avoir des méchants qui vont rentrer, qui vont nous retrouver et tout. Donc je cachais ma tête. Des méchants magiciens. Ouais, des méchants magiciens. J'ai fait plus de 100 vidéos sur une chaîne qui s'appelait Paul Magic 77 parce que je viens du 77. Okay. C'est très drôle. Et après j'ai fait des podcasts d'humour. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait plein de vidéos comme ça sur une chaîne qui s'appelait Paul Prod, où là mon but c'était de faire du divertissement. En fait je m'amusais juste. J'ai toujours eu dans un coin de la tête l'envie d'en faire mon métier, mais je l'ai pas assumé peut-être jusqu'après le bac, quoi. Là j'ai arrêté après du coup peut-être 6-7 ans de vidéos pour me faire plaisir. J'ai arrêté peut-être par peur du regard des autres parce que je commençais à rentrer à la fac et que je voyais que des gens trouvaient mes vidéos même si j'en parlais pas et ça me faisait peur. J'assumais pas en fait. Et du coup j'ai arrêté et même pendant ces pauses de 2 ans, cette pause de 2 ans, j'y ai pensé, je pensais tous les jours à créer des vidéos alors que je le faisais plus. Et donc là je me suis dit, il faut que je l'assume et il faut que j'en fasse mon taf parce que ça fait partie de moi en fait. Je pense que c'est ma mission de faire des vidéos et peut-être d'inspirer d'autres gens à oser à leur tour. Et donc j'ai lancé le podcast Oser à l'époque, dans lequel je suis parti interviewer des gens qui avaient osé ce que j'osais pas faire. Ça veut dire se mettre à temps plein dans leur passion. Et moi j'ai tellement appris pendant une année pleine où j'ai interviewé 12 personnes. T'avais quel âge juste J'avais 17 ans, okay. 18 ans. Attends, j'avais quel âge? Ouais, 18 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Ok. Et c'est important les et demi à l'époque. Ouais, vraiment. Ouais, 18 ans et demi. Et j'ai fait ça pendant une saison. Ça m'a transformé. Je me suis rendu compte que les gens qui vivaient de leur passion, c'était des gens normaux, en fait. Enfin, des gens normaux. C'est pas des super-héros. C'est juste des personnes qui, à un moment, se sont dit j'essaye et je fonce, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté mes études après ce podcast et je me suis donné 1 an pour transformer ma passion pour les vidéos en un métier. Et en vrai, ça a fonctionné, quoi. Et donc, j'ai testé plein de thématiques. J'ai repris par du format court, mais en faisant aussi du divertissement, un peu de tout et de rien, mais jusqu'à ce que je trouve mon truc, en fait. Et à un moment, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, ce que je voulais partager au monde, on va dire, c'est d'aider les gens à oser à leur tour, à vivre de leur passion. Et donc, pour ça, je trouvais ça intéressant de parler de la productivité, quoi. C'est un sujet qui m'attire et, je sais pas, j'aime beaucoup parler de ça. Je trouve que c'est une bonne manière d'inciter les gens à oser, c'est de les aider à mieux travailler. Donc, c'est arrivé assez naturellement, quoi. Voilà. C'était un peu long, non? Non, en même temps, le parcours était long, donc c'est normal. Ouais. Et du coup, donc si je comprends bien, tu arrêtes tes études et tu lances ce compte ou non, t'avais déjà lancé avant d'arrêter? Ouais, j'ai commencé un peu en parallèle les vidéos. Du coup, le podcast s'est arrêté. Ouais. Ensuite, je finissais la dernière année de mon bachelor. Et donc, pendant cette année-là de transition, j'ai commencé à faire des vidéos. De base, sur YouTube, ça ne marchait pas. J'ai découvert le format court. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc de fou. Je fais des vidéos longues depuis que j'ai 11 ans. Je me suis dit, mais c'est limite facile, le format court. Enfin, même pas dans le sens facile de créer une communauté, mais juste facile à faire. Ouais. Ça me prenait 1 heure au lieu de je sais pas, 1 jour, 2 jours pour une vidéo longue. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce format. Et ouais, du coup, j'ai passé peut-être 6 mois, 7 mois à faire des formats courts, à construire un début de communauté. Et après, j'ai arrêté mes études en septembre parce que je voyais qu'il y avait un début de truc qui se passait. Okay. Et je me suis dit, c'est le moment de faire all-in là-dessus, quoi. Pour se remettre dans le contexte, du coup, en 6-7 mois, quand tu dis un début de truc qui se passait, c'est quoi? C'est en nombre d'abonnés, en nombre de... Tu commençais à avoir un peu de traction, comme on dit, un peu de business qui se développe autour de ça ou... Alors, business, pas tant que ça, honnêtement. Parce que du coup, je faisais des vues, mais sur du divertissement. Je parlais même de musique à un moment. J'ai parlé de minimalisme. Donc, quand j'ai arrêté mes études, je parlais de minimalisme. Ouais, je me souviens.
Et je devais avoir peut-être 10 000 abonnés, 20 000 abonnés sur TikTok et moins de 10 000 sur Insta ou 10 000 sur Insta. Donc c'était vraiment des balbutiements, des tout débuts de mouvement. Mais en vrai c'était risqué, mais juste je me disais si ça marche pas, je reprends l'année prochaine, quoi. Ouais. Pas grand chose à perdre. Non, mais je savais que ça allait marcher, enfin j'en étais sûr. Donc, Et au moment où tu quittes, t'as un grand projet en tête, une vision un peu de ce que tu veux accomplir, cette vision de devenir la référence de la productivité, tu l'as déjà ou ça va se construire un peu? Ça va se construire, okay. Ça s'est construit. Je pense que c'est important de d'abord faire et ensuite affiner, s'adapter, plutôt que de se dire je vais prévoir un plan parfait et après je commence. Ça pour moi, ça te fait juste procrastiner sur le début. Et en fait, t'as beau faire le meilleur plan du monde, tant que t'essayes pas, tu feras rien en fait. Enfin, il va rien se passer. Donc non, j'ai fait ça au fur et à mesure. Et à un moment, ça s'est passé, quoi. Mais je pense que la transition, c'est quand je suis rentré de mon voyage en train, en sac à dos. C'était un peu la fin de mon arc minimalisme. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et là, j'ai trouvé cette thématique-là assez naturellement. En fait. Je trouvais que c'était la suite logique. C'est marrant que tu aies dit c'est la fin de mon arc de minimalisme. Ça fait très série, genre nouveau chapitre dans la vie de Paul et tout, j'adore. C'est trop bien. Et pour revenir sur tes débuts dans la création de contenu, est-ce que tu saurais nous dire quelles étaient les premières vidéos, les premiers formats qui marchaient bien, qui t'ont fait percer, entre guillemets? Déjà, est-ce que ça s'est fait tout de suite ou alors est-ce que tu as eu un peu une phase de galère au début où bon, bah, ça marchouille, ça prend pas trop et voilà, comment ça s'est passé tout ça pour toi? Bah déjà, j'ai fait 10 ans de vidéos sans que ça marche. Oui, voilà. Et donc, voilà, à partir de là, c'était... Chaque vue compte pour moi, même maintenant. Ouais. Et du coup, les premières vidéos qui ont vraiment marché sur le format court, c'était du divertissement. Et je faisais les 6 poignées de main. La théorie des 6 poignées de main. Et en fait, j'avais 30 jours pour rencontrer Squeezie. C'était le début de la vidéo. Oui, je me souviens, ouais. Quel enfer ce truc, je suis retombé dessus, j'ai des frissons. Et pourquoi quel enfer? Parce que ça m'a mis mal, parce qu'en fait, je cherchais du coup à rencontrer Squeezie via cette théorie des 6 poignées de main. Je me suis dit, attends, mais trop marrant, cette théorie, viens, je la teste, quoi. C'était déjà dans ce truc d'oser, donc en fait, c'était un peu lié. Et du coup, je donnais des noms, en fait, de chemins donc, à parcourir. Et je me rendais pas compte de l'impact de la vidéo, puisqu'en fait, j'allais envoyer des DM aux gens pour leur dire est-ce que tu veux bien être la prochaine personne. Ils me disaient mais j'ai pas envie d'apparaître sur ta vidéo, sauf que je l'avais déjà fait apparaître le nom, puisque c'était la vidéo d'annonce où je présentais le chemin. Mais en fait, c'était un peu bancal. Et puis, pareil, je montrais des photos, ça allait loin en fait, je montrais les photos des personnes du chemin, et puis il y a les photographes, des photos officielles des personnes qui me disaient tu m'as pas tagué, c'est honteux de faire une vidéo sans taguer les personnes. Et j'ai reçu des stories, enfin une photographe qui fait des stories entières pour m'attaquer parce que j'ai pas mis son nom. Enfin, c'est un truc qui m'a dépassé totalement. Tu t'attendais pas du tout. Ouais. Et moi ça m'a mis super mal. Ouais. Et j'ai même pas. Ça m'a fait un peu mal ce truc. Et pareil, du coup, j'ai pas rencontré Squeezie, ce que je comprends. Totalement. Enfin, en vrai, j'aurais pas. Voilà. Pareil, après, je me suis dit, je réessaye avec Michou parce que j'ai envie d'y arriver, machin. Pareil, ça a pas marché, ce que je comprends aussi. Et du coup, j'étais dans ce truc de je dépends des autres, mon succès dépend des autres, de ce qui va se passer. Je me suis dit, plus jamais je fais ça, je vais faire des trucs dans mon coin maintenant. J'ai pas envie de gêner qui que ce soit. Donc j'ai arrêté. Ces vidéos-là, elles ont dû faire 2 millions de vues à chaque fois que je parlais de cette théorie-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de faire des vues pour faire des vues. Il faut se créer une audience qualifiée, faire un truc que t'aimes, partager un message. Et tu vois, même faire des vues comme ça, faire du divertissement, je me suis dit, en fait, c'est pas ma voie du tout, quoi. Ça me gêne. Enfin, c'était pas du tout fait pour moi. Mais du coup, je l'ai testé. Et c'est après que je suis parti. J'ai recréé un compte de zéro parce que du coup, j'étais suivi, mais que par des enfants de 7 ans qui étaient fans de Squeezie. Et c'est normal, en fait, parce que c'est le contenu que je crée. Et je me suis dit, je veux pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je me perds, là. Et donc, j'ai tout arrêté et j'ai recréé un compte de zéro sur le minimalisme. Beaucoup plus niché, rien à voir. Et après, ça s'est fait comme ça, quoi. Ok.
Et alors, sur ton compte, sur ce minimalisme, pareil, les débuts, comment ça se passe? Comment tu as des premiers abonnés? C'est quoi un peu tes mécaniques de croissance, on va dire, pour te faire connaître sur ce créneau? Une vidéo par jour. Ok. Sur Instagram, sur TikTok. Je pense que c'est la meilleure manière de commencer, peu importe le réseau, c'est de poster tous les jours. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ouais, alors, je faisais moins de vues, mais c'était des vues vraiment qualifiées, enfin des gens qui étaient là pour ce que je souhaitais proposer, quoi, ce que je souhaitais offrir. Et donc, ça changeait tout. Évidemment, je passais de peut-être millions de vues avec Squeezie et la poignée de main à 5000, 10 000 vues sur du minimalisme, mais c'était ce que je voulais, fédérer une communauté. Donc, ouais, j'ai commencé comme ça, et les premières vidéos qui ont marché, c'est... Alors, ouais, c'est marrant, la vidéo qui a le plus marché, c'était la vidéo résumée de toute l'épopée. J'avais fini en 90 jours après le début. L'épopée du minimalisme. En fait, je triais tout mon appart pendant ces 90 jours-là. Okay. Je montrais comment faire le tri. J'apprenais à devenir minimaliste en même temps que les gens, en fait, en même temps que les vidéos. Et au bout des 90 jours de vidéos quotidiennes, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo résumée, c'est marrant, quoi. Je trouve ça marrant, je vais juste montrer tous les plans, je vais faire un résumé. Et la vidéo, elle a fait 1 million de vues et demi. C'est celle qui m'a fait exploser sur ce compte, puisque après les gens ont vu les anciennes vidéos, se sont abonnés, et puis ça s'est passé comme ça. Et après, mon voyage en sac à dos, pareil, ça m'a créé une communauté, puisque c'était une sorte d'aventure, je postais tous les jours pendant ce voyage. Et donc, suite à ce voyage, là, j'ai commencé à partager des lieux de travail. Et là, c'était le format qui m'a fait connaître, on va dire. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et sur le poster une vidéo par jour, je suis 100% d'accord. Dès qu'on me demande, c'est vraiment la stratégie. Enfin, en fait, c'est simple, mais c'est pas facile. Genre, c'est simple. La consigne est très simple, mais c'est pas facile du tout de s'y tenir. Qu'est-ce que tu as remarqué pendant une vidéo par jour pendant 90 jours? Parce que le but du jeu, c'est pas de poster des trucs pendant 90 jours un peu au hasard, c'est de s'améliorer jour après jour. J'aimerais bien que tu nous détailles un peu ce process de une vidéo par jour pendant 90 jours, parce que je pense que cet exercice, il peut changer des vies. C'est peut-être un peu too much, mais en tout cas, il peut vraiment te faire passer de 0 à 1, tu vois, et de te mettre le pied à l'étrier de la création de contenu. Et en fait, je me dis, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent peut-être se lancer un jour, je pense que c'est un bon exercice pour eux. Totalement. Et je suis curieux de savoir comment, toi, tu l'as appréhendé, c'était quoi ton plan? Est-ce que tu avais préparé des vidéos en amont? Comment tu structurais ça à l'époque? Ouais, même quand j'ai commencé les formats courts et que j'ai découvert ce truc, j'ai installé TikTok, je faisais 2 vidéos par jour au début. Et là, sur le minimalisme, ou même au début des lieux de travail, etc., ou de ce côté productivité-là, où là, j'avais vraiment trouvé ma voie, pareil, je faisais 1 vidéo par jour dessus. Et du coup, comment ça se passait? Très simple, j'avais un calendrier de publication sur Notion. Voilà, j'aime pas les trucs complexes, donc moi, c'est vraiment... J'ai créé un calendrier, j'ai mis dedans des vidéos et je planifiais comme ça au moins 1 semaine à l'avance mes vidéos pour pas être dans le rush. Et puis c'est des types de vidéos qui peuvent être assez prédictibles quand tu donnes un avis sur quelque chose ou quelque chose de plus spontané. C'est compliqué de faire un planning et je pense pas qu'en faire un sur les 90 jours ce soit pertinent parce que justement sinon tu t'empêches de t'adapter à chaque fois. Donc ouais, sur 10 jours c'est bien, j'avais 10 jours d'avance. Et je me faisais une liste comme ça à chaque fois de vidéos à faire. J'essayais de varier les formats. Quand j'ai commencé la productivité, je testais peut-être 2 lieux par semaine, puis je donnais 3 conseils. Puis je sais pas, je donnais un exemple personnel de ce que j'avais pu faire. Donc j'essayais de varier les formats et surtout, c'est poster tous les jours quoi qu'il arrive et s'adapter. C'est la plus grande partie du travail et c'est ce qu'on oublie parce qu'on voit tout le temps des gens dire poste tous les jours. Mais ils oublient de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, d'analyser et de faire mieux le jour d'après. Parce que juste poster tous les jours pendant même 6 mois, ça sert à rien en fait. Si tu l'analyses pas. Toujours la même chose. Ouais, c'est ça. Donc ça n'a aucun sens. Donc ouais, j'essayais toujours, et encore aujourd'hui, j'essaye toujours d'améliorer ne serait-ce qu'1% du contenu à chaque fois, quoi. Là, je me dis, tiens, je vais améliorer le storytelling sur celle-là. Là, je vais améliorer l'accroche demain. Et là, je vais améliorer, je sais pas, même juste le cadrage, tu vois. Et ça fait que dans 6 mois, tu as une vidéo qui est beaucoup mieux que la première. Mais si tu oublies d'améliorer à chaque fois, ça sert à rien de poster tous les jours. 100% d'accord. Voilà. Sur ces différentes expériences,
de poster tous les jours. J'imagine que justement parce que tu analyses ce qui marche, etc., tu as su tirer quelques grandes règles, quelques ingrédients de la recette d'une bonne vidéo, une vidéo qui va bien performer. Selon toi, justement, c'est quoi les ingrédients de cette recette-là ? C'est dur à dire. Je suis pas de l'école des personnes qui disent il faut dire telle accroche, tel truc. C'est compliqué à dire. En fait, je pense qu'il faut que... De ton expérience, hein, tu vois, sans forcément dire vous devez faire ci, mais toi, en tout cas, sur ton compte, qu'est-ce que tu as remarqué qui marche mieux que d'autres ? Bah déjà, à chaque fois que ça vient de moi, c'est quelque chose qui vient du cœur et que je sais que ça va être pertinent, c'est pertinent pour moi, elle performe un peu plus que d'habitude, tu vois. Donc, évidemment, privilégier les 3 premières secondes, essayer de soit résoudre un problème, soit d'attirer l'attention des gens sur les 3 premières secondes. Et après, c'est juste de raconter une histoire pertinente de bout en bout, quoi. Mais c'est compliqué de... Ouais, c'est compliqué de donner une réponse préétablie à ça, quoi. J'ai pas de recette miracle à donner pour les vidéos. Ok, intéressant. Et j'ai entendu aussi dans une de tes vidéos que tu disais que désormais tu n'avais plus TikTok sur ton téléphone. Déjà, je suis curieux de savoir comment tu t'organises pour poster quand même sur TikTok. Tu fais ça depuis ordi, j'imagine ? Ouais, c'est ça, okay. Je poste depuis l'ordi. En fait, TikTok, c'est pas un réseau qui m'intéresse. Je l'ai vite délaissé quand j'ai découvert Instagram. Je me suis dit, mais Instagram, c'est le réseau social parfait pour moi. Enfin, c'était vraiment une grande découverte pour moi parce que je me suis dit, je peux poster des formats courts que j'aime faire aujourd'hui tout en créant une communauté, faire des stories, rediriger vers, une newsletter, un autre truc après. Et c'est quelque chose d'un peu plus stable, quoi. J'ai l'impression que c'est le YouTube des formats courts. Et pour moi, c'est pas TikTok du tout. Donc j'ai supprimé TikTok. Je programme depuis mon ordi sur le site TikTok. Ouais. Mais je prête 0 effort, je regarde 0 résultat dessus. Je sais même pas ce qui se passe. Ça m'intéresse pas du tout. Vraiment. C'est ouf. Voilà, vraiment, je m'en fiche de TikTok complet, quoi. Ok, intéressant. Et donc, pas de TikTok du tout sur ton téléphone. Tu disais aussi que des Reels, tu en matais assez peu au final, quelques-uns de tes potes, de quelques créateurs, etc. Ouais, je regarde aussi pour m'inspirer. Bah, évidemment, je fais pas que m'inspirer tout le temps, des fois aussi pour me divertir, mais je pense que c'est important de regarder la plateforme sur laquelle t'es, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Ça allait être ma question justement de dire comment tu fais pour t'inspirer, tu vois, sachant que tu passes relativement 0 temps déjà sur TikTok et tu disais peu de temps sur Instagram. Ouais. Je suis curieux d'en savoir plus sur ta méthode de travail, tu vois, pour trouver des idées de vidéos, des formats, des concepts. Évidemment, comme tu dis, on ne fait pas que s'inspirer, mais je pense que c'est une grosse partie du travail de tout créateur, c'est de regarder ce qui se passe, comme tu dis. Voilà, je suis curieux d'en savoir plus sur ton process créatif. Donc déjà, je m'inspire des reels existants, de gens, tu vois, de ce qu'ils peuvent faire. Il y a plein de créateurs géniaux sur le format court, il y en a de plus en plus. Après, je lis beaucoup. Je pense que c'est peut-être 80% de mes idées de vidéos viennent pendant que je lis. Okay. Enfin, en tout cas, suite à une lecture. Donc voilà, je lis tous les jours. J'utilise Redwise pour surligner et puis avoir une base de données comme ça de notes. Je résume les livres que je lis pour essayer de me l'imprégner. Donc beaucoup de lectures. Pareil, Medium aussi, je lis des articles Medium. Ça m'aide beaucoup. C'est une plateforme sur laquelle des auteurs peuvent écrire des articles, notamment sur la productivité, sur les thématiques que je traite. C'est surtout connu pour ça, donc moi ça m'arrange. Ouais. et voilà, je pense que mon inspiration vient de la lecture principalement. Okay. Et aussi de vidéos YouTube. Je consomme par contre beaucoup YouTube. Je suis passionné par cette plateforme aussi et c'est un de mes grands objectifs, on va dire, d'arriver sur YouTube un jour. Ok. Ouais, je regardais en train de manger, là, juste avant de venir, ta vidéo où tu te dis tes 7 ou 9 ambitions, je sais plus, pour 2029. Waouh, oui. Et podcast, je sais plus de quand ça date exactement. Ouais. Je l'ai regardé en vidéo tout à l'heure. Et tu parlais de YouTube, justement. Tu disais, c'est un peu un de mes goals de enfin faire du contenu vraiment fait pour YouTube. Même si t'es déjà sur YouTube, évidemment, etc. Mais c'est marrant parce que je suis exactement au même endroit que toi. C'est vrai ? Ouais. Okay. Comme toi, je fais des formats très courts. Comme toi, on est là, je suis en train de me lancer sur le format podcast, etc. Mais ce format intermédiaire YouTube, vidéo type 10-15 minutes,
ouais, je sais pas, ça me fait peur, tu vois. Ça me fait peur parce que je me dis, c'est beaucoup plus de taf qu'un format court. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Je sais que c'est important, mais je me dis que... ça marche déjà sans ça, enfin, ton business marche déjà sans ça. Ouais, il y a un peu ça, et je me dis, en fait, c'est en tout cas à court terme, le ratio investissement vs retour sur investissement, il est pas bon, tu vois. Par rapport à une vidéo Insta que tu peux faire en 10 fois moins de temps, elle va avoir 10 fois plus de vues, tu te dis mais pourquoi je vais me faire chier à faire du YouTube. T'en es où dans ce parcours? Bah tu viens exactement de... Okay. tu viens exactement de dans le même bateau. On est au même endroit. Bah, je pense à mes deux amis créateurs, Brian et Théo, qui sont aussi dans cette étape-là de réussir, on va dire, sur Instagram, à en vivre, à avoir une communauté, des vues, etc., des gens qui les suivent. Et cette envie presque viscérale d'être youtubeur. Ouais. Donc, eux, ils se sont lancés. Ils font, Théo, il fait une vidéo par jour sur YouTube. Brian, il en fait 2 par semaine. Et donc, je vois que c'est Brian, mais Théo, c'est qui? Théo, il s'appelle French Guy Théo sur les réseaux. Okay. Et lui fait une vidéo par jour sur YouTube. Alors, il est fou. Mais ça commence à marcher, quoi. En 45 jours, il fait peut-être 1000-1500 vues par vidéo en 24 heures. Il a une communauté qui se crée. Et je trouve ça trop bien pour lui parce qu'il suit son rêve d'enfant, même si stratégiquement, je sais pas si sur le court terme c'est une bonne idée, comme pour les raisons que tu as évoquées. Ouais. Mais moi je rêve d'être youtubeur, tu vois. Enfin, de vraiment faire des vidéos sur YouTube. Mais peut-être que je sacralise trop ce format-là, peut-être comme toi, du coup. Ouais. On se dit, waouh, YouTube, c'est la télé d'internet, ça fait peur. Alors qu'en vrai, je pense pas, il faut juste se lancer, pareil. Mais j'aimerais bien commencer là, la rentrée, peut-être sur YouTube. Mais ça fait trop peur, parce que tu vois, tu peux passer 3-4 jours à temps plein sur une vidéo, et elle peut faire 50 vues. Et ça, pendant 1 an, tu vois. Ça fait trop peur. Ouais, c'est clair. Donc, puis il y a un peu un argument caché qui est de dire t'as un peu un truc d'ego, tu vois, où tu dis putain, fait chier de faire 200 vues sur une vidéo alors que potentiellement je peux en faire 100 000 fois plus sur Instagram ou TikTok ou autre. Mais ouais, c'est ça, je peux comprendre. Ouais. Puis pareil, on parlait de préserver son temps aussi. C'est vrai que tu peux passer plusieurs jours à faire ça pour pas de résultat. Est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'il ne faudrait pas redoubler d'efforts pour être encore meilleur sur Instagram, tu vois, par exemple. C'est un peu les questions que je me pose. Ouais. Mais YouTube, trop bien. Vaste débat, ouais. Vaste tous débat. Dans le même bateau. Mais j'ai l'impression que tous les créateurs de format court veulent être youtubeurs. Ouais, c'est clair, c'est un peu le fantasme caché. Ouais, c'est vrai. Carrément. Je t'interromps 2 secondes dans cet épisode. Si tu apprécies la conversation et que tu as l'impression d'apprendre quelque chose, moi aussi j'ai beaucoup appris et j'ai résumé par écrit tous les points clés de cet échange. Et si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, je te mets le lien dans les commentaires. Et deuxième chose, toujours si tu apprécies cette conversation, j'ai vraiment besoin de toi, que tu nous laisses un avis sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, laisser un commentaire, t'abonner, nous envoyer de la force, tout simplement parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir des invités d'exception pour faire de toi un super créateur de contenu. Pour revenir sur ton parcours, du coup, donc on est à la phase où tu quittes tes études et tu t'y mets à 100% sur cette activité de créateur de contenu. À ce moment-là, est-ce que tu arrivais déjà à en générer des revenus ou pas? Et je suis intéressé de savoir comment se passent les premiers mois et cette première année, ces 2 premières années. Comment tu construis un business autour de ça? Alors, quand j'ai quitté mes études, je crois que j'avais déjà peut-être 1 ou 2 partenariats, mais c'était vraiment de faibles sommes, ça ne me permettait pas d'en vivre du tout. Mais il y avait ces balbutiements, comme je te disais déjà. Comment je gagnais ma vie à l'époque? J'avais économisé via mon alternance, que j'avais fait pendant mes études du coup, et j'étais en freelance, et je faisais du montage vidéo, de la création de formats courts pour des marques. J'étais sur Malte. Okay. Donc c'est comme ça que je gagnais de l'argent au début de cette année-là. Et j'ai beaucoup été aidé par Influx, donc l'agence qui me représente en tant que créateur. Et c'est cette agence-là qui m'a aidé à définir une stratégie éditoriale et à avoir mes premières sponsorisations. Et ça arrivait peut-être 6 mois après, donc en janvier de l'année scolaire, tu vois, en janvier, février, j'ai eu mes premières OP. Ok, trop bien. T'as rejoint quand exactement Influx? Influx, je l'ai rejoint en octobre de mon année de césure, donc au tout début. Et en fait, pourquoi?
Ouais. Parce que du coup, je te parlais de mon podcast Oser. Ouais. Et Manuel Diaz, qui est le fondateur de cette agence, c'était mon premier invité. D'accord, ok. À l'époque, j'avais 18 ans et je l'ai interviewé. Depuis, il m'a follow sur Insta à l'époque de l'interview. Tu le connaissais ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Je lui ai juste envoyé un DM. Il m'a dit oui. Parce que j'aimais bien ses vidéos. Il faisait des vidéos à l'époque d'entrepreneuriat et tout. Et c'était un honneur pour moi de l'avoir sur mon podcast. Enfin, j'étais trop content. Donc il a dit oui, il m'a follow sur Insta. J'étais trop content aussi. Et en fait, depuis, il suivait mes vidéos un petit peu, tout, le minimalisme, tout. Et quand il a vu que j'ai stoppé mes études pour ça, il s'est dit ok, il a l'air motivé, il est déter, il a pris un risque. Et du coup, je lui propose de rejoindre l'agence, quoi. Trop bien. Donc vraiment hasard de fou, mais qui a changé ma vie, quoi. Et ça fait partie c'est un gros sujet pour moi dont je voulais parler avec toi, le fait de rejoindre une agence, parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, je pense, qui peuvent se poser la question, qui savent pas exactement ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble de travailler avec une agence. Quelles sont les questions que tu t'es posées quand cette opportunité s'est présentée à toi? Quel était un peu l'offre que te proposait cette agence, sans forcément parler monétairement, tu vois, mais de dire juste qu'est-ce qu'on t'apporte en fait en tant qu'agence, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types d'agences aussi. Il y en a où c'est juste on t'amène un deal et on prend X% sur le deal. Là tu parles d'accompagnement édito, etc. Donc ça n'a pas l'air d'être que ça. Je suis curieux de savoir comment se passe la relation avec eux, comment tu travailles avec une agence. Moi je voulais pas rejoindre d'agence. Ok. J'étais un peu pas anti-agence, mais je me suis dit j'ai envie de me faire tout seul, j'ai envie de rester indépendant, j'aime cette indépendance-là. Et donc je voulais pas d'agence. Et la seule agence qui aurait pu me faire accepter d'être dans une agence, c'était Influx. Et c'est celle qui m'a proposé, donc j'étais très content. Pourquoi j'ai accepté? Parce qu'il y a un vrai accompagnement éditorial en fait, des créateurs. Ils se considèrent vraiment comme des agents, comme des agents pourraient l'être pour des acteurs de cinéma, quoi, ou des chanteurs. Ils sont là pour développer ta carrière. Ils sont pas là pour signer des OP, tu vois. Et moi, il me l'avait dit quand je suis arrivé qu'il n'y aura pas d'OP avant peut-être 6 mois, 1 an, même plus, c'est pas grave. Là, on va t'aider à te construire une carrière, tu vois. C'était un peu ça l'idée. Vrai accompagnement main dans la main pour ça, et on se voyait toutes les semaines avec Manuel Diaz pour consolider la stratégie que j'avais envie de créer, d'adapter, enfin. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté, parce que c'était vraiment un travail main dans la main pour construire cette stratégie-là qui me manquait à l'époque. Et voilà, donc comment ça se passe concrètement? Là aujourd'hui encore, j'ai eu un rendez-vous par semaine avec Manuel Diaz, et puis je lui présente la suite pour moi, mes choix, selon toi, dans quelle direction je dois aller, est-ce que ça c'est bien, tout ça. Il m'a déjà évité de faire des erreurs monumentales dans mon parcours. T'as des exemples? Ça va beaucoup aider. Je sais pas si je réfléchis à un truc que je peux dire, mais un truc tout bête récent. C'est pas la plus grande erreur, mais je voulais changer le nom de mon club là, qui s'appelle le club Paul Barbosa. Parce que j'étais en mode, vas-y, ça porte mon nom, c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre d'avoir un club qui porte son nom. Enfin, ça fait limite gourou, alors que c'est pas ce que je veux, quoi. C'est pas ce que je suis. Et donc, j'avais trouvé des idées de noms. Je passais 1 semaine à trouver un nom. Vraiment, j'ai fait des sessions brainstorming de fou. J'avais déjà contacté un graphiste. J'étais prêt à changer le nom, quoi. J'avais le nom, le logo, tout était prêt. J'avais juste à changer le site. Et j'ai eu ce rendez-vous avec Manuel Diaz. Il m'a dit, si tu fais ça, tu vas tout foirer, quoi. Les gens, ils rejoignent le club parce qu'ils te connaissent. Si tu changes de nom, ils vont pas comprendre. Et donc, suite à ça, j'ai pas changé le nom. Et finalement, heureusement, parce que je pense que ça aurait pas eu cette trajectoire-là. Sinon, j'aurais dû recréer une marque de zéro, refaire tout le parcours que j'ai déjà fait en faisant des vidéos. Ça aurait été ultra galère, quoi. Donc ouais, ça c'est un exemple de choix, mais toutes les semaines, y a des micro-choix comme ça que j'adapte grâce à cet accompagnement éditorial. Et je pense que c'est important, même si t'es pas forcément dans une agence, d'avoir des gens dans le même milieu que toi à qui parler pour brainstormer sur tes choix de parcours, en fait. Moi, je pense à des amis créateurs, c'était pas dans une agence. Je sais que je parle beaucoup de Brian et Théo parce qu'on est vraiment un trio de créateurs qui on s'entraide toutes les semaines, quoi. Donc je pense que c'est important. Tout seul, tu peux pas réussir tout seul, je pense.
c'est impossible. Et avec les autres créateurs de Influx, est-ce que tu as des contacts et t'échanges avec eux régulièrement ou... Ouais, totalement. Okay. Je pense à Alexis Vanden, qui est aussi un jeune créateur, lui plutôt dans la mode. Et on est arrivé un peu en même temps et du coup, on s'est aidé aussi. Lui, pareil, il a un projet entrepreneurial. Il a sa marque de vêtements. Il a créé sa marque de vêtements. Je pense à Romain Laneri aussi. On se voit souvent, très sympa. Et voilà, ouais, j'en ai d'autres, je pense. Il y a qui d'autre ? Même Léo Duff qui est dans l'agence, on se voit des fois. Et ça, c'est aussi ça fait plaisir de se sentir appartenir à un groupe de créateurs qui, en plus, partagent les mêmes valeurs et tout. Enfin, j'apprends aussi de ces créateurs-là qui sont plus avancés que moi dans leur parcours. C'est génial. Enfin, vraiment, même personnellement, ça m'a donné une confiance en moi que j'avais peut-être pas avant. De voir que Manuel Diaz et même l'agence, en fait, croyaient en ce que je pouvais faire. Je me suis dit, ah ouais, en vrai, je peux vraiment le faire, let's go, quoi, je fonce. Trop bien. Ouais. Et mais ça vient pas d'une agence, encore une fois, ça peut venir d'un groupe de potes qui créent des vidéos, mais c'est cool de s'entourer, je trouve. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, j'ai l'impression que c'est un point commun de énormément de créateurs, d'avoir à minima un petit crew, justement, de personnes avec qui tu échanges quasi quotidiennement sur ce sujet-là, parce que c'est aussi un métier qui peut très vite être ultra solitaire. Parce que tes parents comprennent pas ce que tu fais, tes potes de promo, d'école non plus, ils sont pas du tout dans le même délire, ils ont pas du tout les mêmes problèmes, les mêmes ambitions. Mais clairement. Donc c'est dur de trouver des gens avec qui relate sur pas mal de ces sujets. Ouais. Totalement. Il faut se former son crew. Et donc à l'agence, tu disais que encore maintenant tu as un point par semaine avec Manuel Diaz. Enfin, il fait ça avec tous les créateurs ou ceux qui le souhaitent. Ok. Moi, j'ai envie. Donc, j'ai du mal à me rendre compte. C'est une grosse agence. Il y a beaucoup combien de talents dedans ? Je pense qu'il y en a une quinzaine, vingtaine. Ok. Aujourd'hui. Ouais, j'imagine qu'il fait pas ça avec tout le monde. Je pense pas. En fait, ceux qui le souhaitent, moi, j'ai l'impression d'avoir encore besoin de ça. Ça m'aide beaucoup. Donc, un peu du mentoring sur ta stratégie. Ouais, c'est un peu ça. Okay. Totalement. Et ouais, ça m'a énormément aidé. Ouais, trop bien. Surtout. Très cool. J'ai une question pour toi parce que je suis avec un expert de la productivité autour de cette table. Non, je suis pas un expert du tout. Je suis pas un expert. Non, mais en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup exploré ce sujet-là. Ouais. Quand on est créateur de contenu, la productivité, c'est un gros sujet. Ouais. Tu en parlais de YouTube juste avant. Et de manière générale, j'ai l'impression que on peut courir après tellement de choses. Tu vas lancer une chaîne YouTube, podcast, Twitch, faire une newsletter. Il faut aussi que je fasse sur LinkedIn, etc. La course, elle est sans fin, tu vois, à la création de contenu. Et puis même, tu parlais d'une vidéo par jour. Je peux me dire, je vais en faire 2 par jour. Enfin, c'est vraiment sans fin. Ouais, ça s'arrête jamais. Comment tes connaissances en productivité, le fait de vraiment avoir poncé un peu le sujet, te permettent d'être un meilleur créateur ou un créateur mieux organisé ? Ok, déjà juste sur le côté expert, je pense pas être un expert et j'apprends encore tous les jours. Moi, je vois le mot expert vraiment comme quelqu'un qui est au-dessus et qui te montre le chemin à suivre, tu vois. Moi, j'apprends juste avec les gens qui me suivent, mais j'ai peut-être un pas d'avance parce que c'est le sujet qui me plaît. Un explorateur de la productivité. Ouais, voilà. Et du coup, c'est juste pour décomplexer des personnes qui souhaitent devenir créateurs aussi, mais qui se sentent pas légitimes parce qu'ils sont pas experts. C'est pas grave. C'est même un avantage, je trouve, de ne pas l'être. Parce que du coup, tu parles à des gens qui ne le sont pas non plus, et donc le fait de débuter en même temps que les gens qui te suivent, c'est génial. T'es beaucoup plus pédagogue quand t'es pas expert. Bien sûr, ouais. Parce que 100% d'accord avec toi. Parce que tu comprends les problématiques des gens qui débutent. Mais bref. Je te taquinais sur la non, bien sûr. Non, je sais, mais c'était pour décomplexer là-dessus et encourager les gens à se lancer. Et du coup, sur cette productivité-là, comment ça m'a aidé ? Déjà, à faire moins mais mieux, encore une fois, dans ce truc-là. Choisir un canal de diffusion et y aller à fond. Quand j'ai découvert Instagram, je me suis dit, je fonce là-dessus, je deviens Instagrammeur. Il n'y a pas d'autres plateformes qui me parlent. J'ai pas commencé à faire des posts sur LinkedIn à cette époque-là, j'ai pas commencé à faire un podcast. Je faisais qu'Instagram tout le temps, tu vois. J'étais à fond sur Instagram. Donc j'avais Instagram et une newsletter. Ça me permettait de récolter des mails, d'avoir une liste mail. Donc quand même d'avoir une sécurité au cas où, je sais pas, j'ai vraiment plus de visibilité sur Instagram, la plateforme s'éteint, j'en sais rien, tu vois. Moi, c'était un peu un moyen aussi de consolider la relation que j'avais avec les gens qui me suivaient, puisque toutes les semaines, j'envoyais une newsletter. Donc j'avais juste ces 2 canaux-là.
un canal d'acquisition, on va dire, si on peut le dire comme ça, même s'il peut suffire à lui-même, et un canal, comment on peut l'appeler, de fidélisation, en tout cas qui ne dépend pas des plateformes. Moi, je pense, peu importe quel créateur on est, on doit avoir une newsletter. Voilà, je le dis, je pense. C'est posé. Donc, ouais, vraiment. Même si tu fais, peu importe ce que tu fais, tu dois avoir une newsletter. Donc ouais, un seul canal, la newsletter, et j'ai foncé comme ça pendant peut-être 6 mois, un peu plus, et ça m'a évité plein de problèmes, quoi. Quand on veut être partout à la fois, on est nulle part. Donc la règle que je pourrais te donner, ça serait de garder qu'un seul canal, quoi, et d'être la référence dans ce canal-là, dans ta thématique. Mais à vouloir trop faire, on finit par se perdre aussi. Si on veut être sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur j'en sais rien, sur Threads ou je sais pas quoi, en fait, quand t'es tout seul, c'est pas tenable. C'est pas tenable, je trouve. Donc ouais, un seul canal de diffusion, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé au début. C'était quoi ta question de base? Je me suis perdu. C'était parler de en fait, la productivité en tant que créateur de contenu. Ouais. Et ouais, pareil, quand on est créateur, je pense que c'est important de ne pas travailler toute la journée de 8h à 18h. On a tendance à vouloir reproduire les schémas qu'on avait quand on était salarié. Et je pense que c'est une erreur, puisqu'en fait, être créateur, dans créateur, il y a créativité, trouver des idées. Et ça passe aussi par avoir des sessions faites pour s'inspirer, pour lire, pour apprendre des trucs. Et si on oublie de caler ça dans son agenda, dans sa semaine, on finit par juste être dans la production tout le temps, faire des vidéos tout le temps, et à un moment, tu arrives à court d'idées, ou juste t'es plus intéressant. Pour intéresser des gens, il faut être intéressant. Et pour être intéressant, il faut apprendre des trucs. Il faut, à un moment, rien faire, s'ennuyer, réfléchir, penser. Et ça, c'est important aussi quand tu es créateur. C'est se caler des moments de vide dans son agenda ou des moments d'apprentissage. Voilà. Ça ressemble à quoi tes moments de vide? Tu fais quoi? Alors, moment de vide pur, j'ai un carnet devant moi, j'écris des idées, ou juste je suis sur mon canapé chez moi, on le voit dans les vidéos, et je suis juste là, posé, et je réfléchis, tu vois. Ça arrive rarement. Souvent, je lis, voilà. Et aussi, je fais la vaisselle. J'ai pas de lave-vaisselle chez moi, donc du coup, je fais la vaisselle, et ça, c'est un moment de vide énorme. Pas de musique, rien, juste... Gros hack de productivité, pas de lave-vaisselle. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'aide. C'est vraiment dans ces moments-là que j'ai des bonnes idées, je trouve. Et après, le but, c'est de trouver aussi tes moments, les moments où tu es le plus créatif ou quoi. Moi, je sais que c'est beaucoup le soir. Donc, pendant ces moments-là, je fais rien, je réfléchis. Mais ouais, je pense que ces 2 mini-hacks-là de choisir qu'un seul canal, pas vouloir trop en faire, mais être bon dans un truc, et avoir des moments de vide et pas taffer toute la journée sur de la création. Si tu me parles de je sais pas, de monter une start-up, d'avoir beaucoup de moments d'exécution, là, évidemment, tu vas devoir travailler peut-être toute la journée, mais quand tu es créateur, c'est pas ça. Être créateur, c'est être intéressant, avoir de bonnes idées. Et donc, pour ça, il faut peut-être pas taffer l'après-midi, tu vois, par exemple. Voilà. Toi, tu considères que tu taffes beaucoup actuellement? Non, pas du tout. Je kiffe ma vie, hein. Franchement... En fait, je pourrais me dire je vais taffer beaucoup pour aller plus vite, mais en fait, la vérité, c'est que quand tu es dans cet engrenage-là, tu t'arrêtes jamais. Même quand tu as l'impression d'avoir réussi, de gagner assez ta vie, etc., tu auras l'habitude de bosser beaucoup, donc tu vas continuer de bosser beaucoup pour encore gagner plus après, et finalement, tu te perds. Moi, je sais que ma vie, je pense toujours à mon quotidien idéal, tu vois, à quoi il doit ressembler. Ouais. S'il y a un truc qui rentre pas dedans, je le fais pas, même si ça me fait perdre de l'argent ou ça me fait avancer moins vite. Moi, mon but, c'est de kiffer ma vie maintenant, tu vois. Et donc, non, je taffe pas beaucoup. Peut-être, tu vois, le matin de 9h à 11h30 midi, je crée un truc, soit une newsletter parce que c'est le jour de la newsletter, soit une vidéo parce que c'est le jour de la vidéo, soit un podcast. T'es toujours à une vidéo par jour en ce moment? En ce moment, j'en fais 3 par semaine. Ok. Là, je vais repasser à 4 parce que j'ai plus d'idées. Mais sinon, je suis à 3 en ce moment. Voilà. Là, je suis plus trop dans une dynamique de croissance. Je suis plutôt dans une dynamique de créer du lien entre tous ces gens qui me suivent sur Instagram. Donc, plutôt parler de ce que je fais, de mes idées, etc. Et moins dans un truc de abonne-toi pour quoi.
trouve que c'est important d'avoir ces phases-là. Mais ouais, voilà. Après, j'avance sur mon club pendant 1 heure ou 2. Et après, j'ai fini, juste. Là, tu vois, je viens de voir. Après, je vais rentrer, je vais lire. Enfin, voilà. Ok, ça marche. Et les gens qui nous écoutent peuvent se dire comment ce mec gagne sa vie. Je suis curieux qu'on explore un peu cette partie-là, si t'es ok, de comprendre un peu comment sont structurés tes différents revenus, parce que j'imagine que tu as plusieurs sources. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ? Ouais, bien sûr. Et bien du coup, j'ai une première source de revenus qui sont les opérations commerciales, les sponsorisations. Ouais. Donc là, c'est mon agence Influx qui gère ça. Comment ils gèrent ça ? Ils répondent à mes mails et voilà, ils cherchent aussi de leur côté. Et donc ça fait que j'ai des opérations commerciales assez récurrentes sur mon compte Instagram, en story, etc. C'est que sur Instagram mes sponsors. Donc voilà. Ça, c'est ma première source de revenus qui me permet déjà d'être... La principale ? Ouais, aujourd'hui, ouais. Je pense que ça va changer, mais aujourd'hui, ouais, clairement. C'est ce qui me permet de bien vivre, en fait, de bien gagner ma vie. Après, la deuxième source de revenus que je suis en train de créer, ça fait 6 mois, je crois que c'est lancé, le club. Ouais. Donc là, c'est contre un abonnement mensuel. Les membres ont accès à des réductions dans des lieux de travail, à une communauté avec laquelle elles peuvent aller travailler dans des lieux, caler des créneaux. Moi, j'organise un événement par semaine pour les membres, des soirées rencontres 1 fois par mois, des masterclass en live avec un entrepreneur qui a succès. Voilà. Je vais boire un peu d'eau. Vas-y. Et je vais même te servir un peu d'air. Oh, merci. De toute façon, tu pourras couper. Non, je veux qu'on entende quand on boit. Ok, allez. Et qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc voilà, un événement par semaine aussi pour ces membres-là. Et donc voilà, il y a plus de 100 membres actifs. Donc ça me permet aussi de générer un revenu. Et en fait, il y a 10 places qui s'ouvrent chaque mois. Et le prix augmente de 5 € chaque mois. Ok. Voilà. Et donc voilà, je mise beaucoup là-dessus. Moi, ça me régale de créer ça. Vraiment, je prends trop de plaisir en fait. J'organise des événements pour des membres. Enfin, c'est génial, je trouve. Et je négocie des réductions dans des nouveaux lieux pour ces entrepreneurs. Enfin, j'adore faire ça. Et je vois vraiment ce projet aller loin. Et je sais que ça va aller loin. Et je pense que d'ici l'année prochaine, ça pourrait devenir ma principale source de revenus. Donc voilà, c'est mes deux sources de revenus aujourd'hui. Et après, il y a les droits d'auteur via la SCAM. Ouais. Ça, c'est une troisième source de revenus. Mais voilà. Un truc que beaucoup de créateurs ne connaissent pas d'ailleurs. Ouais, j'ai découvert ça, j'étais choqué. Je me suis dit, mais attends quoi ? Et il y a des gens qui... il y a des créateurs, c'est leur principale source de revenus. Ah ouais ? Des créateurs divertissement qui font beaucoup de vues par an. C'est leur principale source de revenus. Moi, c'est pas mon but, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est concrètement ? La SCAM, je crois que la France est un des seuls pays au monde à faire ça. Le nom est très mal choisi d'ailleurs. Ouais, tu reçois un mail de la SCAM, c'est marqué SCAM. En gros, tu fais quoi ? Je vais vous donner de l'argent gratuitement. Ah d'accord. Oula, bizarre. Mais c'est exactement ça en fait. Je crois que ça se passe comme ça. Tu peux m'arrêter si c'est faux. Via les impôts que prélève l'État français aux sociétés de GAFA, donc voilà, Google, Amazon, Facebook, eh bien, ils redistribuent cet argent aux créateurs de la plateforme. Aux créateurs des plateformes, tout simplement. Je crois que c'est, je ne sais même pas si je peux le dire, mais c'est environ 20 centimes les 1000 vues. Et ça marche, ça compte pareil sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. C'est la même chose pour tout le monde. Et donc, si tu fais, 10 millions de vues par an, tu calcules et ils t'envoient un chèque à la fin de l'année. Voilà. Et c'est directement sur ton compte perso. Voilà. Bien résumé. Voilà. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est assez ouf. En fait, les gens connaissent souvent la SACEM, l'équivalent pour la musique. Ouais, c'est pareil. Mais en fait, c'est pareil. Droit d'auteur. Mais ouais, c'est vrai que la plupart des créateurs pensent pas à la notion de droit d'auteur quand tu publies des trucs sur Internet, alors qu'en fait, c'est une œuvre. C'est la même chose. Ouais. Ok, trop bien. Donc, OP, le club, la SCAM. Et il y a d'autres choses ou non ? On a fait le tour sur tes... Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, c'est ça. Okay. J'ai déjà d'autres idées pour créer d'autres sources de revenus. Je pense qu'il y a d'autres choses que je peux faire. Mais pour l'instant, c'est ça. Ok. Tu peux nous teaser les trucs auxquels tu penses ? Ouais, j'aimerais bien peut-être accompagner davantage les personnes qui souhaitent peut-être devenir plus productives ou mieux travailler. Ok.
je réfléchis encore à la forme. J'avais déjà essayé de faire des formations au tout début de mon aventure, il y a 1 an. Et c'était cool à faire, mais je sais pas si ça impacte vraiment les gens des formations. Du coup, je pensais peut-être à du coaching. Donc je vais voir pour ça. Et après, moi, j'aimerais beaucoup écrire un livre, faire des conférences. C'est un peu la suite pour moi, je pense. Okay. Donc voilà, un peu les deux idées pour la suite. Faire du coaching, mais vraiment prendre peut-être 1 ou 2 personnes par mois, mais vraiment les aider à fond, selon ce que je sais. Tu vois, je suis pas un expert, mais je sais que je peux aider des personnes. Et faire des conférences, écrire un livre. Je pense que c'est les 2 étapes. Ok, trop bien. Ouais, ce que je trouve admirable dans ta vision de tout ça, c'est que tu penses vraiment long terme. Ouais. Et tu l'as dit, et tu l'as dit aussi dans des podcasts ou vidéos, que tu veux encore être là dans 20 ans, et être là au sens créer du contenu et vivre de cette activité. Et c'est assez admirable parce que créateur de contenu, déjà c'est pas long, et créateur de contenu court, c'est encore plus récent, et personne n'a 20 ans d'expérience là-dedans, donc c'est dur de se projeter là-dessus, même sur du contenu long d'ailleurs. Tu te vois où? Alors tu parlais de 2029 dans un de tes podcasts. C'est quoi ta vision un peu pour les années qui arrivent pour toi? C'est quoi le mode de vie, le business que tu veux développer autour de ta création de contenu? C'est vrai que c'est compliqué de répondre à cette question. C'est un peu faire Madame Irma, tu vois, de se dire où est-ce qu'on sera dans 5 ans, puisqu'il y a 5 ans, je pensais pas que j'allais faire ça, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant comme exercice carrément. De penser à ça, même si ça a peu de chances que ça se réalise exactement comme ça. Mais moi, je me vois où même dans 5 ans, tu vois, je me vois déjà avoir écrit un livre ou 2, les avoir publiés pour que ma pensée soit peut-être diffusée plus largement et que ce soit plus clair aussi pour les gens, ce que je pense, parce que sur des vidéos de 15 secondes, c'est compliqué. J'aimerais bien faire des conférences régulièrement, pourquoi pas avoir lancé mon propre lieu de travail aussi, pour clôturer un peu cette série-là qui m'a fait connaître. En fait, avoir beaucoup de projets concrets autres que les vidéos. Moi, je me vois beaucoup comme ça. Donc là, je te parlais du livre, du lieu, du club aussi, ça en fait partie. Sortir un peu du digital, quoi. Ouais, j'adore. Enfin, tu vois, quand je fais des soirées rencontres avec même les gens qui me suivent ou les membres, enfin, c'est génial, quoi. C'est les meilleurs moments dans ma vie de créateur, c'est quand il y a ces soirées-là dans la vraie vie. T'avais fait aussi pendant un moment des soirées jeux de société, non? Avec des créateurs de contenu ou Alors ouais, ça c'était un truc... petit moment. Ouais, c'était un truc en interne. J'en parlais pas sur mes réseaux du tout. Okay. C'était juste avec Brian et Théo. Ouais. On voulait réunir des créateurs. On s'est dit, on va envoyer des messages privés à des créateurs et on va organiser des soirées. Donc ça, on l'avait fait en plus pendant 1 an. C'était trop cool parce que ça a créé des synergies entre des créateurs qui se connaissaient pas et qui collaborent encore aujourd'hui. Ouais. C'est génial de faire ça. Mais ça, tu vois, pareil, c'est dans cette volonté d'être dans la vraie vie. Mais même côté interne, ça nous rapportait rien. Juste, on kiffait, quoi. Ouais, juste pour le kiff. Ouais, vraiment. Ce qui est déjà une bonne raison. C'est déjà une très bonne raison. Donc ouais, où je me vois dans 5 ans, c'est ça. C'est à peu près ce que je t'ai dit. Et sur YouTube, je pense. Ok. Pour parler création. Mais c'est compliqué. Tu vois, il y a 1 an, je me voyais même pas faire un club. Et aujourd'hui, c'est ce que j'adore faire. Donc, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Trop bien. Et là, j'ai fait un saut dans le futur et je voudrais faire un autre saut plutôt dans le passé. Quand tu quittes, quand tu arrêtes les études, comment réagit ton entourage quand tu leur dis que tu veux te lancer à fond dans la création de contenu? Je vais pas dire mal, mais... Pas bien. Ouais, ils ont pas compris. Parce que j'étais plutôt bon élève. Enfin, toute ma vie, j'étais bon élève. J'étais premier de la classe, tu vois. C'était un peu ce profil-là. Donc, j'ai eu mon bac mention très bien. Même déjà, quand j'ai pas voulu aller dans une grande école après le bac pour faire un DUT MMI. DUT MMI, c'est le DUT des gens qui adorent Internet, quoi. C'est le métier du multimédia et d'Internet. T'apprenais à faire de la com, du marketing lié à Internet, à coder des sites. Je me suis dit, mais j'adore Internet, c'est trop bien. Et mes profs me sont dit, mais il est bête ou quoi, lui? Il est bon, il fait un DUT MMI de geek, c'est quoi ce truc? Donc déjà, à ce moment-là, ouais. Et quand j'ai arrêté mes études, oui, mes parents ont peut-être pas compris totalement. En fait, ils pensaient pas que c'était possible. Alors aujourd'hui, ils me soutiennent à fond. Vraiment, ça je peux pas l'enlever. Mais moi, je me souviens de ma mère qui me disait, mais qui va regarder tes vidéos? Pourquoi ils regardent tes vidéos à toi? Ça n'a pas de sens, quoi.
Donc ouais, ça te met mal, hein, forcément. Mais moi, j'y croyais plus que personne, donc ça me faisait rien, tu vois. Mais c'était dur parce que il y avait une cassure entre ce que moi je pensais et ce qu'ils voyaient. Et ils se disaient, mais il est fou ce mec, quoi. C'est un rêve impossible. Donc je pense qu'il se disait, voilà, il va s'amuser un an, faire ses jongler devant sa caméra, et après il va reprendre les études l'année prochaine, quoi. Ça s'est pas passé, du coup. Mais là, du coup, ils sont contents que ça marche et ils me soutiennent à fond. Donc c'est cool. Et ça, j'ai l'impression que ça a quand même assez vite marché pour toi, ce qui est trop cool. T'as eu des phases de doute quand même, où tu t'es dit, putain, merde, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou... Ouais, non. Non. T'as toujours été évidemment, aligné avec... Alors évidemment, je doute encore aujourd'hui, tu vois, de choix que je fais, ou ça, je vais pas dire que je suis tout le temps au top, ou tout le temps en mode let's go, ça va marcher à chaque fois. Mais par contre, sur le fait que j'allais pouvoir en vivre, ça, j'ai jamais trop douté. Je savais que c'était pas un an, bah, ça allait prendre 2 ans ou 3 ans, mais j'étais sûr que j'allais pouvoir en vivre un moment. Vraiment sûr. C'est aussi grâce à, encore une fois, à Brian et Théo, qui pareil avaient arrêté les études au même moment. Et on était tous les 3 sans études, déscolarisés. Et 3 fous, quoi, qui se rejoignent et qui se disent, vas-y, on va y arriver ensemble. Vous connaissiez d'où d'ailleurs, à 3 ? Alors Théo, je le connais depuis que j'ai 15 ans, parce qu'il vient aussi du 7-7. Et il faisait des vidéos à l'époque, je suis tombé dessus, je lui ai dit, mais attends, on habite à 10 minutes, on est à côté, viens, on se voit. Donc depuis le lycée, on se connaît, on a même fait une chaîne YouTube ensemble, qui s'appelle Paul et Théo. Un podcast aussi, enfin vraiment, on était... Même délire. Ouais, même délire. Et Brian, je l'ai connu grâce à Théo. Ok. Donc comme ça, et on s'est soudés, et puis on a arrêté les études quasi en même temps. Et on était sûr qu'on allait y arriver, enfin, on s'en parlait tous les jours, on s'est dit, mais c'est sûr, on va y arriver, quoi. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc quand tu es dans un environnement comme ça, avec tes 2 potes à fond de l'époque, enfin même encore aujourd'hui, tu te dis, mais c'est sûr, on va y arriver. Enfin, je sais pas, il y avait une sorte de synergie, et on a réussi. C'est une évidence. Ouais, et on a réussi tous les 3 en même temps. Enfin, réussi, je sais pas, mais en tout cas, en vivre. Ouais, voilà. On n'a pas repris nos études après. Tous les 3. Moi, je pense par opposition à échec, du coup, vous avez réussi, quoi. Non, mais c'est vrai, forcément. Oui, c'est vrai, c'est compliqué de dire qu'on a réussi. J'entends le fait de dire j'ai réussi, ça fait un peu genre, ça y est, j'ai fini le game, alors que pas forcément, mais en tout cas, par opposition à échec, alors vous n'avez pas raté. Enfin, c'était une bonne décision pour tous les 3. Ouais, dans des domaines totalement différents, mais on s'est soutenus et on a appris 3 fois plus vite parce qu'on était 3. Franchement, je me voyais pas retourner en études, donc j'avais pas le choix en fait. Intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis, on a appris 3 fois plus vite parce qu'on était 3. Ouais. Ça me fait penser, il y a une interview de MrBeast où il dit un truc similaire aussi. Ah ouais. Dans ses toutes jeunes années où il avait pareil un groupe de 5 potes où quasiment tous les jours il postait des vidéos, enfin il charbonnait à fond, et ils avaient un groupe, pas Discord peut-être à l'époque, mais MSN, disons, où ils s'écrivaient tous les jours, et ils disaient, en fait, toutes les erreurs que ces mecs-là font, c'est comme si je les avais fait. Donc j'avais appris de ce qu'il fallait faire ou pas, même si c'est pas moi qui l'avais fait directement, d'échanger avec eux au quotidien et tout. Mais totalement. Et donc ça aussi, c'est un hack, je pense, tous les wannabe créateurs doivent employer, c'est de s'entourer un peu mais c'est sûr, de gens avec qui bosser sur ça. J'aurais jamais du coup réussi, comme tu l'as dit, sans Brian et Théo. C'est impossible. Vraiment pas. Enfin, moi je le vois pas. En tout cas, belle dédicace, c'est drôle. Ouais, belle dédicace à vous. Mais vraiment, et sans du coup aussi l'accompagnement de Manuel Diaz. Mais ouais, c'est un travail d'équipe. Hein. Ouais. Vraiment. Même si t'es tout seul devant la cam, c'est un travail d'équipe. Ok. Belle histoire. Voilà. Trop cool. On arrive vers la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, que tu aurais aimé aborder ? Non, on a parlé de plein de trucs. Non, je pense qu'on est bon. Hein. Ok, trop bien. Ouais. J'ai une dernière question que j'aime bien poser aussi, c'est, tu sais, je lance un podcast avec des créateurs de contenu. Mais non. Ouais. C'est vrai, truc de fou. Génial. Oh, le troll. Si t'étais à mettre dans mes baskets et que tu devais inviter quelqu'un, t'aurais envie d'inviter qui ? Oh, ok. Alors attends, qui est-ce qu'on peut inviter ? Il y a plein de beaux créateurs, de belles créatrices. Tac, je réfléchis, quelqu'un. Ouais, moi je pense à, du coup, Salut Brian et French Guy Théo.
je pense que ces deux bons invités, j'ai parlé d'eux pendant l'épisode, donc je trouve ça logique de te les recommander. Ouais. Ok, trop bien. Je pense que ça sera un bel épisode. En plus. Pareil, j'avais rencontré Brian en même temps que je t'avais rencontré toi il y a 2 ans. J'ai un peu moins suivi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Brian? Il parle Bon Plan étudiant, j'avais cru. Ouais, c'est ça. Okay. Bon Plan étudiant. Et voilà, il a créé une belle communauté. Je crois qu'il a 200 000 abonnés sur Instagram. Ok. Et donc, il présente des bons plans pour les étudiants. Ok. Une phrase. Trop bien. Net et efficace. C'est plus clair que moi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Et Alex, du coup, c'est pardon, pas Alex, Théo, French Guy Théo. Présente l'art de vivre à la française aux Américains. Il fait des vidéos en anglais, c'est ça, lui? Ouais, des vidéos en anglais. Intéressant. Trop cool. Bah écoute, j'irai méditer ça et pourquoi pas leur proposer. Totalement. Merci pour les recos en tout cas. T'as déjà invité qui dans le podcast? Il y a des créateurs de divers horizons, il y a des mecs qui parlent de finance. J'ai Achille Magic, que tu connais peut-être, qui parle de magie. Non, ça te dit pas? Okay. C'est un magicien qui est beaucoup sur les réseaux, Insta, TikTok, tout ça. Trop bien. Monsieur Alex, ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, ça me dit quelque chose. Qui d'autre putain, je les oublie, j'ai l'air con. Bravo. Ne venez pas. Hein. Ne venez pas. Je t'aurais oublié juste après. Non, et en fait, j'essaie d'interviewer des mecs qui sont focus sur différentes plateformes. Je dis des mecs, mais il y a des meufs aussi d'ailleurs. Toi, tu l'as dit, t'es plutôt Insta. Ce matin, j'étais avec quelqu'un qui est très orienté YouTube. Trop bien. Je parlais avec des gens qui sont très orientés LinkedIn aussi. Okay. Ça m'intéresse pas mal. Et j'ai aussi des gens qui sont très podcast. J'ai eu Dans la boîte à gants, je sais pas si ça te parle. Pas du tout. C'est un podcast, c'est le podcast numéro 1 sur les sujets, le sport automobile. Ah, c'est trop tout ce qui est auto, moto, etc. Il a des grosses pointures du monde de la F1 et tout. Et je vais avoir le mec de Barthélemy Fent de Extraterrien. C'est un podcast sur le sport. Ouais. Donc j'aime bien explorer différentes plateformes. Et tu l'as très bien dit, le fait que toi tu documentes ton exploration de la productivité, bah tu deviens, pas expert, t'aimes pas le mot, mais en tout cas un peu plus légitime, un peu plus sachant sur le truc. Et moi mon but c'est d'explorer plein de pans de la creator economy et de pas devenir expert non plus, mais en tout cas comprendre un peu mieux comment toutes ces différentes plateformes fonctionnent. Donc voilà le concept. C'est trop bien. Écoute, cool. Je vais écouter les autres épisodes alors. Avec plaisir, je t'enverrai ça. Faites pareil s'il vous plaît. Faites pareil. Merci beaucoup Paul pour ton temps aujourd'hui. J'étais ravi de passer cette heure avec toi. Et je te dis à très vite. Avant peut-être, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? On a dit ton nom, Paul Barbosa, sur Instagram, j'imagine. Voilà, t'as tout dit. Ok. C'est très clair. Parfait. Sur Instagram. Simple et efficace. Trop cool. Encore merci Paul. Et puis à très vite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être encore là dans 20 ans, à faire des vidéos. Très belle conclusion. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si maintenant vous voulez récupérer mes notes de ce que j'ai appris pendant la conversation, c'est dans la description. Et si vous voulez qu'on continue de recevoir des personnalités exceptionnelles, envoyez cette vidéo à un ami qui est créateur de contenu, likez, commentez, abonnez-vous. Ça nous donne énormément de force et de crédibilité pour continuer à faire de vous de meilleurs créateurs de contenu.